Alors, bonjour à tous et bienvenue. On va débuter ce rendez-vous. C'est un rendez-vous de France Parkinson 10 bis, comme je l'ai annoncé sur le mail, puisque on va vous proposer un rendez-vous qui est un peu dans la continuité du précédent qui était sur le thème de l'ergothérapie. Aujourd'hui, on va aborder plus particulièrement le sujet de l'adaptation du domicile en lien avec les répercussions de la maladie de Parkinson au quotidien, les conseils et les aides possibles. Alors, la question qu'on a choisie pour aujourd'hui, c'est comment m'y prendre pour procéder à des adaptations de mon domicile. Et pour y répondre, j'ai le plaisir d'accueillir Jackie David et Benjamin Oplatka, qui sont tous deux bénévoles au siège de France Parkinson et qui sont en charge du dispositif d'aide financière à l'adaptation de l'habitat de France Parkinson. Bonjour Jackie, bonjour Benjamin. Bonjour Amandine. Bonjour Amandine. Bonjour Jackie. Alors, Bonjour Benjamin. bonjour à tous les deux. Alors, pour commencer, pouvez-vous nous présenter comment a été mise en place cette commission Habitat chez France Parkinson? Alors bonjour à vous d'abord, qui allez suivre donc, cette conférence. Tout d'abord, je voudrais remercier Florence Delamoy et Didier Robillard, ancienne directrice et actuelle présidente de France Parkinson, pour leur soutien aux actions Habitat qui se sont mises en place au sein de l'association France Parkinson. Et puis également les membres du bureau et Pierre Ramel, le nouveau directeur général, pour la suite qui a été donnée à l'expérimentation qui a duré 1 an et demi, où on a mis en place le dispositif d'aide à l'adaptation de l'habitat. Et puis un grand merci, bien évidemment, à Amandine pour nous donner la parole afin de mieux faire connaître le dispositif d'aide, et puis à toute l'équipe de salariés du siège qui nous aide actuellement, je veux dire, dans la transmission d'informations, de courriers, etc., en période de pandémie. L'origine de la commission Habitat, ça remonte à 2017. Ça a débuté d'abord par la mise en place d'une permanence Habitat à côté de la permanence juridique. Alors les questions qui se posaient à l'époque, c'était venant des adhérents, la recherche d'établissements d'hébergement spécialisés pour accueillir les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, la recherche de solutions d'hébergement temporaire, l'appui en vue de l'attribution ou de la mutation d'un logement social, ou des contentieux de copropriété, etc. Et puis, nous avons réalisé une enquête sur les conditions d'habitat et de vie des personnes atteintes de la maladie de Parkinson. C'est à la suite de cette enquête qu'il a été décidé de créer une commission Habitat pour gérer le fonds d'aide à l'adaptation. Ce fonds a été alimenté durant la période d'expérimentation par France Parkinson, mais également aussi par Malakoff Médéric dans le cadre d'un appel à projet dont on a été lauréat national, qui s'appelle Habitage. Pour mettre en œuvre le fonds d'adaptation, une convention d'expérimentation a été élaborée avec la Fédération des associations SOLIA. Ce sont des associations qui s'appelaient autrefois Pactarim, qui sont réparties au niveau départemental, et nous les avons chargés de conseiller les adhérents souhaitant réaliser les travaux d'adaptation ou d'acquérir des aides techniques. Le coût de ces prestations est totalement pris en charge par le fonds d'aide France Parkinson pour les personnes répondant aux conditions d'octroi, parce que malgré tout, il y a des limites à l'obtention de ces aides. La commission Habitat est composée de 4 personnes, 2 représentants de la direction, le DG et le secrétaire général, et 2 bénévoles ici présents. Et puis on a aussi l'aide d'Emma qui vient nous rejoindre, qui va en tant que salarié nous aider ponctuellement à gérer les dossiers. Et puis donc on a
salariés du siège comme Nadine, Magali, Emma, Sandrine, Tilio, etc., qui nous donnent un coup de main de temps en temps. Donc la commission elle est chargée de mettre en œuvre le dispositif et mène en parallèle des réflexions sur le thème de l'adaptation de l'habitat aux besoins des Parkinsoniens. Très bien, merci beaucoup Jackie. Alors, donc tu disais, France Parkinson a mené une enquête auprès de ses adhérents pour en savoir plus sur les conditions d'habitat et de vie des personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Quels en ont été les résultats de cette enquête? Eh bien, cette enquête a été réalisée auprès de 354 adhérents. Elle rend compte des difficultés, des particularités sociales des répondants, de leurs conditions d'habitat, de l'appréciation de leurs besoins d'adaptation et des solutions envisagées. Parmi les résultats les plus marquants, le profil moyen des répondants est caractérisé par la présence majoritaire de la classe d'âge des 60-75 ans, avec une proportion quasi équivalente de femmes et d'hommes vivant le plus souvent en couple et ayant atteint le stade des fluctuations en termes de maladies. Parmi les faits les plus marquants, on constate un écart de taux de personnes vivant seules nettement supérieur chez les femmes, 18% des répondants, que chez les hommes, 3%. Ce sont également parmi les femmes que l'on compte le plus de personnes sans proche aidant. Les taux d'intervention des professionnels de soins et d'accompagnement surprennent également. 10% des malades n'ont pas de neurologue, 23% n'ont pas de kinésithérapeute, 60% n'ont pas d'orthophoniste. L'appel aux services d'aide à domicile est également très faible. Les services les plus utilisés sont ceux de l'aide ménagère, un peu plus d'un malade sur 3, et de l'aide au jardinage, un malade sur 7. En ce qui concerne les conditions d'habitat, les répondants à l'enquête sont principalement des urbains, vivant dans un logement sous-occupé, plutôt dans un pavillon, le plus souvent à étage. La majorité des répondants estiment que leur logement est en partie adapté. Un répondant sur 5 déclare que son logement n'est pas adapté. Les principaux motifs d'inadaptation sont les risques de chute, la taille trop importante du logement, l'aménagement de l'équipement des salles de bain et WC et la température de certains logements en été. Parmi les solutions envisagées viennent par ordre de préférence, en premier lieu, la réalisation dans leur domicile, la vente puis l'achat d'une habitation plus adaptée, l'achat ou la location d'un logement ou d'une résidence-service, voire l'entrée en EHPAD. Mais ça ne se passe pas obligatoirement pour rentrer en EHPAD. D'accord. J'avais une question subsidiaire à celle qu'on avait déjà préparée ensemble. Est-ce que ces résultats de cette enquête qu'on a menée sont disponibles? Est-ce qu'ils sont visibles quelque part ou le seront peut-être un jour? Ils peuvent l'être, en tout cas sur le site de France Parkinson. Ils ne le sont pas pour le moment. D'accord. Donc c'est quelque chose qu'on pourra faire peut-être. Tout à fait. Très bien. Alors, parlons maintenant des problématiques de l'adaptation de l'habitat avec la maladie de Parkinson, ce qui nous intéresse. Tout d'abord, quand on dit adapter son habitat, est-ce que c'est synonyme de rendre son logement accessible? Bien, la question de l'accessibilité, l'accessibilité est définie réglementairement par la possibilité pour un habitant ou un visiteur handicapé de circuler, d'accéder aux locaux et les équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer et de communiquer. C'est la définition officielle de l'accessibilité. La notion d'adaptation est complémentaire à celle d'accessibilité, mais elle ne relève pas d'obligation réglementaire. C'est ça sa différence. En effet, la réglementation ne peut répondre à tous les besoins particuliers propres à chaque individu. Un habitat adapté répond aux capacités et aux besoins de son occupant ou de ses occupants, mais hors champ réglementaire. La notion d'habitat est plus large que celle de logement. Elle prend en compte l'environnement, par exemple les parties communes d'un immeuble, les abords extérieurs, la voirie, les équipements, les commerces, le mode de transport.
de nombreux qualificatifs sont associés au terme habitat. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler d'habitat inclusif. Ce sont des formules qui regroupent quelques personnes avec un petit accompagnement social qui permet, je veux dire, de faire vivre des solidarités entre les personnes. L'habitat accompagné, l'habitat inclusif est un type d'habitat accompagné. L'habitat temporaire, c'est de l'hébergement. L'habitat intergénérationnel, c'est la cohabitation de plusieurs classes d'âge. Et donc, il y a des expériences où, je veux dire, les personnes atteintes de la maladie de Parkinson puissent accueillir des jeunes étudiants. Le fait qu'ils aient beaucoup de place dans leur logement, puisque la plupart sont en sous-occupation, il y a là une opportunité de développement de formules qui permettent de mieux gérer les phénomènes de solitude. Et puis l'habitat participatif, eh bien, c'est une forme d'approche en termes de conception de l'habitat où les habitants futurs sont associés. C'est pourquoi la notion d'habitat a été préférée à celle de logement, car elle est beaucoup plus en mesure de rendre compte des problèmes d'adaptation qui peuvent se poser et des solutions qu'il conviendrait de rechercher. Exemple, le cas d'une personne âgée atteinte de la maladie de Parkinson, vivant seule dans une grande maison en milieu rural, n'ayant plus la capacité de conduire sa voiture, notamment pour se rendre chez son kiné ou chez son orthophoniste, situé à 30 km de sa maison. La mise en vente de la maison ne trouve pas preneur, puisque en désert médical et loin des commerces, etc., la vente est très difficile. L'acquisition d'un logement plus adapté dans une autre commune disposant de services, etc., de soins et d'accompagnement n'est pas possible puisqu'il n'y a pas de vente. Donc reste malgré tout la possibilité de louer dans le parc privé ou dans le parc social, ou d'entrer dans une résidence senior ou dans une résidence autonomie, voire rentrer en EHPAD. On le voit, la question de l'adaptation de l'habitat ne se limite pas à la réalisation de travaux à l'intérieur et aux abords du logement. En effet. Et alors du coup, est-ce qu'il y a des règles à respecter? Et du coup, lesquelles, s'il y en a? Les bâtiments d'habitation neufs sont soumis à l'obligation d'accessibilité. Toutefois, les maisons individuelles construites et réhabilitées par leurs occupants sont globalement hors champ de la réglementation accessibilité. C'est peu connu, mais donc ça s'applique lorsque les opérations de construction neuve sont menées par des maîtres d'ouvrage ou des promoteurs professionnels. Dans l'existant, il convient néanmoins de ne pas diminuer le niveau d'accessibilité et de sécurité incendie des ouvrages. Par exemple, diminuer une largeur de porte. Dans le cadre de réaménagement de la salle de bain, par exemple, par le changement d'une baignoire en douche, la non-installation d'appareillage électrique dans des volumes de protection contre la projection d'eau doit être respectée pour éviter les problèmes d'éluviation. La pose d'une étanchéité sur le sol est nécessaire pour éviter les problèmes d'infiltration entre étages, notamment en appartement. Donc, il y a des mesures quand même à prendre de façon à ce qu'il n'y ait pas de problème de risque. Oui, il y a des choses dont il faut s'assurer avant de faire certains travaux, des points de vigilance. Alors, quand on parle d'adaptation, on fait implicitement référence à quelque chose ou à quelqu'un. On s'adapte à quelque chose ou à quelqu'un. À quoi faites-vous référence lorsque vous parlez d'adaptation aux besoins des personnes malades de Parkinson? Aux réponses pouvant être apportées et aux difficultés, aux impossibilités d'action dues à certains symptômes de la maladie et en particulier et aux particularités plutôt du cadre de vie. Les problèmes générés par les symptômes de la maladie varient dans le temps pour le même individu, mais varient également suivant les personnes malades. Les réponses à rechercher peuvent être spécifiques à la personne ou à un groupe de personnes ayant la même pathologie. Donc, les approches sont multiples. Et alors, du coup, quelles sont les difficultés principales, on va dire, dues aux symptômes de la maladie de Parkinson?
ou dues aussi à l'environnement. Oui, il y a les deux aspects. Donc, côté symptômes, la maladie se caractérise par des troubles moteurs, comme les perturbations de la marche, conduisant à des pertes d'équilibre, voire à des chutes, sans que l'environnement physique ne soit à incriminer. Il y a des troubles physiques non moteurs, comme la fatigue, les troubles psychologiques comme le stress, les troubles cognitifs. Côté environnement, maintenant, les caractéristiques du cadre bâti, la présence d'escaliers, le passage de portes, les difficultés de franchissement de la baignoire, les sols glissants, l'éclairage insuffisant sont des amplificateurs de risque de chute. La configuration des locaux, l'étroitesse des pièces, la localisation des organes de commande, etc., sont sources de problèmes d'usage. L'environnement ne se limite pas au cadre bâti. Le mobilier et les équipements du logement ont un impact sur la réalisation des actes de la vie quotidienne. Une faible hauteur de lit accentue les difficultés pour sortir du lit. Et l'usage d'un écran tactile pour une personne tremblante n'est pas évidente. Un environnement trop chaud ou trop bruyant est source d'accentuation des symptômes. Les difficultés d'usage résultent d'interactions entre symptômes de la maladie et l'environnement. Par exemple, le passage d'une porte peut provoquer le freezing, le blocage de la marche. Mais les difficultés peuvent également être générées par des interactions entre les différents types de troubles de la maladie, comme les troubles psychologiques qui peuvent amplifier les troubles moteurs et les troubles physiques non moteurs. Par exemple, le stress peut générer des tremblements. L'aménagement du logement ou l'usage des pièces peuvent participer à l'atténuation des problèmes. Exemple, la proximité du WC en cas d'urgence urinaire. Un autre exemple d'usage, dans l'usage, la nécessité d'avoir une deuxième chambre en cas de trouble du comportement sommeil paradoxal, de façon à permettre à la conjointe ou au conjoint de pouvoir dormir correctement. Tout à fait. Alors, du coup, en quoi consiste l'adaptation de l'habitat ? L'adaptation de l'habitat repose en premier lieu sur le choix des personnes concernées, sur leur situation sociale, sur leurs priorités, sur la faisabilité économique de leur projet. Suivant les situations, les questions qui se posent diffèrent. Suis-je en mesure d'adapter mon habitat compte tenu de mon état de santé, des autres besoins de travaux de mon pavillon, par exemple, ou de mes moyens financiers, des aides que je pourrais obtenir et des difficultés à se lancer dans des paperasses administratives de demande, etc. Ce sont là des difficultés qui ralentissent ou qui font que les personnes remettent en cause, je veux dire, la réalisation de travaux ou l'achat des techniques. Donc, faut-il investir dans des travaux d'adaptation de mon actuelle habitation ou rechercher une autre solution d'habitat ailleurs? C'est des questions qui se posent. Le projet envisagé anticipe-t-il ou non l'évolution probable de la maladie en matière de type d'habitat et d'accompagnement? Ça, c'est une question fondamentale et qui n'est pas toujours facile à répondre. Beaucoup hésitent à franchir le pas. Trop coûteux, trop perturbant, trop compliqué. Le choix des solutions fait débat en plus. Les réponses pouvant être apportées sont pourtant multiples, ça peut se limiter à des réaménagements sans ou avec un petit budget d'investissement. Par exemple, en pavillon, descendre la chambre au rez-de-chaussée en modifiant l'usage d'une partie du salon séjour et en utilisant les WC et salles de bain existants au rez-de-chaussée. Donc là, c'est vraiment très, très simple. Cela peut consister à installer un siège monte-escalier, aménager la chambre et la salle d'eau en étage ou aménager une chambre salle d'eau dans un garage qui n'a plus beaucoup d'usage ou en construisant une extension. Il y a des personnes qui construisent une extension à leur pavillon s'ils ont du terrain et la possibilité d'annexer une construction. Cela peut conduire à vendre sa maison ou son appartement pour une solution plus adaptée, par exemple déménager dans une autre maison ou un appartement, dans une résidence senior, une résidence autonomie, voire un EHPAD. Cela peut conduire à participer à la création d'une offre nouvelle d'habitat solidaire. Il peut y avoir aussi des expérimentations
Mais là, je veux dire, la difficulté est souvent de réunir des gens sur le même lieu de construction. Il peut y avoir des personnes qui soient intéressées par ce type d'expérience, mais la difficulté, c'est de convenir d'un même lieu d'habitation. Oui, si j'ai bien compris, le principe, en fait, c'est de cette dernière solution, c'est que plusieurs personnes se réunissent pour habiter dans un même lieu. Et en fait, certaines peuvent en aider d'autres, c'est ça? J'ai bien compris? Ben, il y a plein de formules qui existent aujourd'hui. Il peut y avoir des regroupements de personnes complètement valides et des personnes dépendantes ou en difficulté ou des personnes handicapées, donc des classes d'âge différentes. Et donc, avec des liens de proximité qui font que lorsqu'il y a un besoin chez l'autre, les voisins puissent, je veux dire, les aider, quoi. Oui, Et d'accord. donc, ça, c'est un peu la démarche habitat inclusif. Ouais. Okay. Aujourd'hui, je veux dire, on n'a pas monté de ce type d'opération, mais s'il y avait des personnes qui souhaitaient le faire et qu'on trouve dans une même ville, à proximité des gens qui veulent bien cohabiter ensemble, c'est des choses qui pourraient se monter. Mais bon, là, on attend, je veux dire, des demandes dans ce domaine avant d'agir. Oui, bien sûr. Ok, alors les autres questions qui se posent fréquemment quand il est question d'adapter son habitat, c'est le quand. Quand est-ce que je dois le faire? Comment je dois le faire? Combien ça coûte? Est-ce que tu peux nous donner des éclairages sur tout ça? Ben, les éclairages, ça peut être à partir du bilan de la période d'expérimentation du fonds d'aide que l'on vient de faire. Et ça fait paraître les constats suivants. Les personnes qui décident au dernier moment de mettre en œuvre leur projet d'adaptation ont le plus souvent des difficultés à mobiliser les aides. Lorsqu'elles peuvent y prétendre, en effet, l'obtention des subventions requiert l'accord préalable de l'organisme financeur. Et donc, il vaut mieux s'y prendre à l'avant qu'au dernier moment. Le lancement des projets d'adaptation requiert du temps de réflexion préalable, faire des recherches d'informations, d'élaborer des scénarios, de débattre au sein du ménage ou plus largement des solutions à mettre en œuvre, et puis des hésitations entre tel scénario ou tel autre. Le plus souvent, il est d'abord fait appel à un ou plusieurs artisans pour cadrer le programme de travaux et avoir un aperçu du coût des travaux, du coût du projet. Avec le fonds en adaptation, nous conseillons aux adhérents de se donner un temps de réflexion préalable avant de solliciter le devis des artisans. En effet, il est préférable de disposer en amont de préconisations d'ergothérapeutes et d'identifier les éventuelles aides financières auxquelles vous pouvez prétendre, afin de précadrer le projet et d'établir un programme de travaux qui permettra de consulter les artisans sur les mêmes bases. Il convient également, lors de ces consultations, de demander des précisions sur l'organisation du chantier, surtout s'il se déroule en milieu occupé, la gestion du bruit, de la poussière, les gravats, la durée du chantier, et la durée entre la dépose des appareils sanitaires, celle de l'éclairage électrique et de la pose de nouvelles installations, enfin toute cette période où il y a dépose des équipements, y compris les alimentations d'eau froide, d'eau chaude, les évacuations, etc., lorsque la personne se maintient sur place. Il est évident que si la personne est quand même pas mal atteint par la maladie de Parkinson, il y a lieu de rechercher autant que possible une solution de relogement provisoire parce que la période de travaux peut être perturbante pour les malades au stade avancé. Il est préférable également d'avoir des engagements sur la durée du chantier et la période calendaire auquel ça va intervenir,
pour limiter les dérapages de la durée de chantier, le marché de travaux peut prévoir, après un certain nombre de jours de retard, l'application progressive de pénalités de retard pour éviter l'étalement du chantier et des perturbations que ça génère. Le bilan de la période d'expérimentation qui s'est terminée le 31 décembre dernier constate des durées moyennes suivant tous travaux confondus. 7 mois pour la réalisation et la facturation des rapports d'écothérapie et l'identification des financements, le cadrage du projet et la facturation des prestations de conseil, et 5 mois et demi pour la réalisation et la facturation des travaux, ce qui fait au total 1 an. Ce qui est un ordre de moyen. Il y a des gens pour lesquels ça a été plus rapide et des gens pour lesquels ça a été plus long. Le montant moyen des travaux d'adaptation se monte, toute solution d'investissement confondue, à 9 650 € pour les personnes ayant des revenus fiscaux de référence inférieurs au plafond de l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, l'ANA, qui est un des principaux financeurs de l'adaptation de l'habitat aux personnes âgées, et 13 100 € pour les personnes ayant un revenu fiscal de référence compris entre le plafond de l'ANA et ceux de France Parkinson. Les montants moyens totaux de subventions octroyées, donc là aussi, suivant les tranches de revenus, 2 920 € dans le premier cas, c'est-à-dire les gens ayant des revenus inférieurs au plafond ANA, et 500 € pour ceux qui ont un revenu compris entre le plafond ANA et celui de France Parkinson. Donc, le reste à charge et le reste à charge moyen se situent entre 6 725 € dans le premier cas, c'est-à-dire les gens qui ont des revenus inférieurs au plafond ANA, et 12 600 € dans le deuxième cas. C'est-à-dire que les systèmes de subvention qui privilégient les gens qui sont à très faible revenu, c'est-à-dire ceux qui sont inférieurs au plafond ANA, ne leur permettent pas pour autant de faire plus d'investissements. On voit qu'il y a des limites, bien évidemment, compte tenu du montant malgré tout des restes à charge pour des gens à faible ressources, 6 725 €, c'est pas rien. Alors, on a eu une question, effectivement, pendant que tu exposais tout ça. C'est notamment par rapport à ce que tu disais sur les engagements sur la durée de chantier, la période calendaire, et puis les éventuels retards qui sont pris. Qui supervise en fait le chantier? J'imagine que la question, c'est est-ce qu'il y a une aide qui peut être apportée sur cette supervision de chantier? Ou est-ce que c'est toujours à la charge de la personne qui engage les travaux de vérifier ce qui a été fait? Oui, non, il n'y a pas d'aide. C'est-à-dire que là, c'est une prestation de maîtrise d'ouvrage. De la même façon, il appartient au demandeur de solliciter des entreprises de son choix. Certes, Solia peut leur donner une liste d'entreprises avec lesquelles, je veux dire, ils sont amenés à travailler, mais ils ne leur diront pas quelle est l'entreprise la meilleure, etc. C'est à vous de choisir vos prestataires. Et donc, la mission de suivi, malheureusement, je veux dire, n'existe pas, mais je pense que les techniciens de Solia, les architectes ou les techniciens de Solia peuvent conseiller les personnes, notamment, je veux dire, ça fait partie de la mission d'accompagnement, de vérifier que les prestations qui sont prévues dans les devis sont adaptés ou pas, je veux dire, à la situation, et que les prix qui sont pratiqués ne sont pas prohibitifs. Donc, il y a un regard de technicien, mais en amont, mais pas sur la période de chantier. Là, j'ai un cas de figure où la personne donc a souscrit avec une entreprise, et l'entreprise, là, je veux dire, alors qu'elle a déposé les appareils sanitaires dans la salle de bain,
euh, indique avoir des problèmes d'approvisionnement et donc retarde la suite du chantier à la fin du mois de février. Donc un mois d'attente parce que alors est-ce un prétexte ou est-ce une réalité, je n'en sais rien. Mais voilà, ce type de désagrément, vous avez une salle de bain qui est en partie construite et vous avez des équipements provisoires qui vous permettent malgré tout de faire la toilette. D'accord. Alors, on en a déjà parlé à plusieurs reprises depuis le début de cette visioconférence. France Parkinson a mis en place un dispositif d'aide financière à l'adaptation de l'habitat, en complément en fait des aides qui existent par ailleurs. Alors, du coup, ce qu'on aimerait savoir, c'est quelles sont ces aides proposées et puis surtout, comment on peut en bénéficier, quelles sont les conditions d'octroi de cette aide. Je passe la parole à Benjamin. Oui, c'est Benjamin qui va nous éclairer sur ce sujet. Tout à fait. Donc, en partenariat avec la Fédération Solia, le dispositif que nous vous proposons s'articule autour de 3 missions de conseil et complété par une aide financière pour la réalisation de travaux ou l'achat d'aide technique. Donc, ces 3 missions de conseil sont la mission que nous, avec le code 1A qui comprend la visite à domicile d'un ou d'une ergothérapeute Solia. Après avoir fait l'analyse de la situation, il ou elle rédigera un rapport comprenant des préconisations personnalisées en fonction des caractéristiques de son habitation et des difficultés d'usage de la personne malade. Donc c'est quelque chose qui est vraiment adapté à chaque situation. La mission 1B, c'est une mission pour laquelle Solia fournira une fiche personnalisée de repérage des financements mobilisables. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? C'est faire la cartographie en fonction du lieu et de certains paramètres des aides que le demandeur peut, auxquelles il peut prétendre. Donc, ça peut être la subvention de la MDPH, de l'APA, de l'ANA, d'Action Logement, des caisses de retraite. Donc, c'est une information qui permet aux demandeurs de cadrer un petit peu les aides auxquelles il peut prétendre. Oui, donc en fait, Benjamin, Solia va aider justement à repérer toutes ces ressources potentielles pour savoir à qui, en fonction de son dossier et de sa situation, à qui on peut aller demander quelle aide, en fait. C'est ça? C'est tout à fait cela. Très bien. Donc, nous avons parlé de la mission 1A et 1B. La mission 2 est une mission d'accompagnement administratif, technique et financier, c'est-à-dire une assistance à maîtrise d'ouvrage, principalement dans le cas de gros travaux. Je pense au remplacement d'une baignoire par une douche, l'installation d'un monte-escalier, des choses qui vont être impactantes dans la vie du demandeur. En fonction du projet du demandeur, France Parkinson financera les missions Solia nécessaires en une ou plusieurs phases. Certains besoins peuvent être assez facilement fournis, d'autres nécessitent une réflexion un petit peu approfondie. C'est pour cela que nous avons scindé les missions de Solia. Donc cette partie de conseil de Solia est entièrement prise en charge par France Parkinson. Le demandeur n'a rien à débourser pour avoir les conseils que nous venons d'expliquer. En plus de la mission de conseil, il y a une aide financière de France Parkinson contribuant à la réalisation des travaux ou à l'achat d'aides techniques. Donc, c'est une aide qui permettra de venir en déduction de l'investissement
que le demandeur aura à faire. Cette demande pour le versement d'une subvention pourra aller jusqu'à 1 000 € et doit faire l'objet d'un dépôt d'un dossier dûment motivé. Cette aide peut être consécutive aux missions 1A et 1B. Une fois excusez-moi. Le rapport effectué, Une fois le rapport et Mm. les préconisations connues. Ou bien cette aide peut être fournie sans le préalable à la visite de Solia. Toutefois, nous souhaitons permettre au plus grand nombre de bénéficier des conseils d'un professionnel. Ce professionnel est formé aux spécificités de la maladie de Parkinson et permettra d'avoir une vision plus concrète des aménagements à réaliser. Mhm. En fait, pour compléter, c'est donc France Parkinson, ce qu'on propose aussi, c'est de dispenser une formation complémentaire, parce que les ergothérapeutes, on l'a dit, ont une formation pour intervenir pour tout type de problématiques, tout type de pathologies pour lesquelles leur métier est important. Mais c'est vrai que là, ce que nous, on propose, c'est d'apporter, si je puis dire, des compléments à cette formation, spécifiquement sur la connaissance de la maladie de Parkinson, de ses symptômes, des problématiques qui peuvent être générées. Et du coup, c'était aussi l'objectif de notre partenariat avec Solia, c'était de pouvoir garantir également l'intervention de professionnels qui ont bien en tête, du coup, les spécificités de la maladie de Parkinson et les aménagements auxquels il va falloir penser en fonction des difficultés. Tout à fait. Alors, quelles sont les conditions d'octroi? La première de ces conditions, c'est d'être adhérent de France Parkinson et à jour de sa cotisation. Fournir un justificatif médical ou tout autre document attestant de la maladie de Parkinson du demandeur et que le projet concerne le domicile principal du demandeur. Ça ne peut pas être une aide fournie pour une résidence secondaire. Ça doit être le domicile de la résidence principale du demandeur. Il faut fournir la copie du dernier avis d'imposition avec la page où figure le revenu imposable et le formulaire de demande d'aide entièrement rempli. Et lorsque vous ferez une demande d'aide à l'investissement, il faut compléter le dossier par le ou les devis des travaux ou les achats d'aide technique, ainsi que le plan de financement dans le cadre d'un chantier, par exemple. D'accord. Alors, du coup, après, comment faut-il faire pour déposer une demande d'aide au conseil ou une demande d'aide à l'investissement? Bien, pour formuler cette demande, vous avez deux possibilités. Soit vous allez sur Internet, vous lancez une recherche avec les mots-clés Habitat France Parkinson et vous accéderez à une page contenant le formulaire à remplir, une notice d'explication et un flyer de présentation du dispositif. Une fois le dossier rempli, renvoyez-nous le tout de préférence par courriel à l'adresse suivante habitat@franceparkinson.fr. Cela facilitera le traitement du dossier, surtout en ces temps de télétravail. Ça, c'est tous ces documents dont tu as parlé. En fait, ils sont sur le site internet de France Parkinson, www.franceparkinson.fr. Mais après, soit on tape dans le moteur de recherche du site Habitat, du coup on tombera sur les documents, soit sinon, sans même passer par le site directement, on peut taper sur le moteur de recherche les mots-clés dont tu viens de parler, Habitat France Parkinson, et on tombera directement sur la bonne page du site internet qui fait état de ces documents. Tout à fait. OK. Pour ceux qui ne sont pas équipés en informatique ou qui ne se sentent pas trop confiants,
vous pouvez appeler au standard de France Parkinson au 01 45 20 22 20 pour prendre contact et laisser vos coordonnées pour recevoir un dossier papier que vous remplirez et vous retournerez au siège de l'association, rue 18, 18. c'est 18 rue des Terre au curé. Terres au Des Curé. Terres au Curé, c'est ça. Association France Parkinson, 18 rue des Terres au Curé, 75 013 Paris. Paris, tout à fait. Donc, une fois le dossier renvoyé, et en tout cas, tout au long de l'instruction du dossier, pensez à nous laisser votre numéro de téléphone afin que nous puissions vous rappeler et communiquer plus facilement. Les conditions de revenus. L'accès aux aides à l'adaptation de l'habitat de France Parkinson est subordonné à des plafonds de revenus qui correspondent, comme l'a dit Jackie tout à l'heure, à 1,5 fois les plafonds de l'ANA. Les valeurs sont indiquées dans la notice explicative. Nous vous conseillons, avant de remplir le dossier, de vérifier si votre revenu fiscal de référence est bien compatible avec les plafonds de revenus. Des montants indiqués. Je vais peut-être afficher là du coup, j'aurais bien voulu, mais je n'ai plus accès au partage d'écran. Valentin, si tu peux me redonner la main pour partager l'écran parce que je voulais afficher le tableau des plafonds de revenus. Voilà, ça fonctionne, super. Donc voilà, les plafonds de revenus. Alors, vous avez deux tableaux, l'un avec les plafonds de l'ANA en Île-de-France ou dans une autre région ou en province, donc, pour 1, 2 ou 3 personnes. Les plafonds France Parkinson sont en fait ceux de l'ANA multipliés par 1,5 et vous permettent, donc ces deux tableaux vous permettent de vérifier que vous êtes bien éligible en fonction de vos revenus, de vos derniers revenus imposables. Et ça, on peut le retrouver dans la note explicative sur le site internet, hein, c'est bien ça? Tout à fait. Tout à fait. Pas encore, pas encore. Ah, pas encore. Bon. Mais ça va y être. Ça va y être, oui. D'accord, très bien. Parce que bon, là, je peux les laisser un petit peu affichés, le temps que tout le monde puisse les noter. Mais après, à terme, effectivement, on pourra retrouver ces infos-là sur le site internet. Et du coup, il y a quelqu'un qui nous demande si on dépasse ce plafond, on ne peut pas bénéficier du coup de cette aide financière, c'est ça? Oui. L'aide est proposée uniquement à des revenus inférieurs à ces plafonds. D'accord. Mais par contre, on admet malgré tout, en cas de dépassement léger, moins de 5% au-dessus du plafond France Parkinson, parmi les aides, je dis, on accorde la mission ergothérapeute pour les gens qui sont à 153, 154% du plafond ANA. On leur accorde malgré tout la mission d'intervention d'ergothérapeute. Donc on a une souplesse là-dessus. Après, je veux dire, pour le moment, c'est vrai qu'on conseille malgré tout les autres personnes qui dépassent les plafonds de revenus, on leur donne des conseils malgré tout sur les autres possibilités, notamment en matière fiscale, de pouvoir bénéficier d'une aide fiscale sur le revenu. Et puis, il y a certains financeurs, je pense notamment à Malakoff Médéric ou les caisses de retraite de l'Agirc-Arrco,
qui accorde sans condition de revenu, mais avec des conditions d'âge, l'intervention d'un ergothérapeute. Donc, il faut avoir plus de 75 ans et d'avoir cotisé à ses caisses de retraite. Donc, je veux dire, on aide malgré tout les gens qui ont des ressources supérieures, mais pas avec les aides financières, sauf là les 7%, pour les 5% de gens qui ont des ressources. Oui, c'est ça. Les personnes peuvent quand même aussi nous contacter, enfin vous contacter en l'occurrence, si elles ont des questions ou des demandes de conseils. Voilà, sans parler de questions d'aide financière, mais juste pour des conseils. Tout à fait. Et souvent, les questions qui se posent, c'est est-ce que vous pouvez nous donner des ergothérapeutes? Donc, on les oriente vers Solia, qui peut intervenir, mais là, pas prise en charge par France Parkinson. Oui, mais au moins déjà avoir accès à un ergothérapeute qui va pouvoir venir faire une évaluation et qui, justement, sans doute connaît assez bien, voilà, un peu mieux en tout cas, la maladie de Parkinson. Ok, tout à fait. Donc, bah, justement, j'ai quelqu'un qui réagit de nouveau et qui dit donc, nous avons toujours intérêt à passer par France Parkinson. Ben, oui. Oui, oui. C'est ce qui se passe, c'est que des portes d'entrée pour déposer des demandes sont multiples, puisqu'il y a d'autres financeurs. Il y a des gens qui s'adressent à la MDPH, la Maison des handicaps. Donc là, il y a un dispositif d'ergothérapie également. Mais globalement, pourquoi on a mis en place un dispositif pour France Parkinson, c'est qu'il y a plein de trous dans la raquette. Les critères d'octroi suivant tel ou tel système d'aide est très, très variable, avec beaucoup de creux, quoi. Donc ce qui se passe, c'est que les demandes arrivent parfois, je veux dire, alors que les personnes ont sollicité d'autres intervenants, d'autres financeurs que nous, et on arrive en fin de chaîne, quoi. Donc, on n'intervient qu'au niveau de l'aide à l'investissement, à l'achat de travaux ou d'aide technique. Oui, je comprends. Ok, bon, bah, on va peut-être continuer. Je regardais quand même au niveau des questions. Oui, il y a quelqu'un qui demandait comment on peut obtenir les coordonnées de Solia. Disons que là, je dirais avant tout, adressez-vous à France Parkinson et on vous donnera les coordonnées de Solia. Mais il y a beaucoup de dossiers qui nous arrivent par Solia aussi parce que les gens ne connaissent pas obligatoirement le dispositif France Parkinson. Et autrement, vous trouvez sur Internet, bien évidemment, le Solia de votre département. Oui, c'est organisé départementalement. Voilà. D'accord. Alors, je rappelle, pour contacter Jackie et Benjamin, c'est l'adresse mail habitat, classique, habitat, @franceparkinson.fr. Voilà. Eh bien, on va continuer. Je te redonne la parole, Benjamin, pour terminer. Oui, donc une fois le dossier complet, réceptionné, il sera traité lors d'une commission qui se tient tous les mois et la décision à l'issue de cette commission vous sera signifiée par courrier. Si votre demande porte sur une prestation de conseil, il vous sera communiqué les coordonnées de l'association Solia de votre département afin de convenir d'un rendez-vous avec l'ergothérapeute. Vous aurez à signer un contrat de prestation de service avec Solia et un accord Covid, puisque cet ergothérapeute va se déplacer et venir chez vous. Comme je l'ai mentionné précédemment, vous n'aurez rien à payer pour cette prestation, la totalité étant prise en charge par France Parkinson. Si votre demande porte sur des achats de biens ou de l'investissement, donc des travaux, le montant alloué vous sera indiqué dans le courrier et le virement sera effectué sur présentation des justificatifs. Une remarque importante, pour les achats de biens ou les travaux, ceux-ci ne doivent pas avoir été effectués avant la décision de la commission Habitat sous peine de nullité. Donc, le séquencement, c'est de déposer votre demande
avec les devis, d'attendre la décision de la commission Habitat et une fois l'accord obtenu, de lancer effectivement les travaux ou les achats. Très bien. Donc, en résumé, le dispositif et la séquence d'opérations à respecter. D'accord, merci beaucoup Benjamin. Je voulais préciser à la demande d'un des spectateurs que effectivement les plafonds de référence maintenant, c'est les plafonds de 2019, puisque c'est les derniers qui sont disponibles. Et le revenu fiscal de référence pour 2020, ce sera dès qu'il sera disponible, que vous pourrez l'obtenir. Voilà, et on avait une question. Est-ce qu'il y a des prêts si les personnes dépassent les plafonds justement pour obtenir des aides financières? Est-ce qu'il y a des prêts possibles? Je pense qu'il y a des prêts au niveau d'Action Logement. Et Action Logement, c'est le financeur. Enfin, autrefois, ça s'appelait le 1% logement. Et les bénéficiaires sont ceux qui travaillent dans des entreprises du secteur privé, dans des entreprises de plus de 10 salariés. Maintenant, je crois que c'est même plus que 10 salariés. Et donc, ces personnes peuvent bénéficier de subventions ou de prêts de la part d'Action Logement. J'attire l'attention sur le fait que les plafonds de revenus pour pouvoir bénéficier de l'Action Logement, ce sont les mêmes plafonds de revenus de l'ANA. Hein. Et la plupart des aides, parce qu'il y a les caisses de retraite également, c'est toujours la référence au plafond ANA qui prévaut. Donc, si vous avez si vous êtes avec des revenus qui dépassent les plafonds ANA, vous n'avez que l'aide de France Parkinson pratiquement et l'aide fiscale. D'accord. Et est-ce que les aides peuvent concerner aussi, enfin vous avez parlé tout à l'heure d'aide technique, mais est-ce que ça peut concerner aussi un fauteuil roulant? Ça fait partie des questions. Disons qu'il y a des dispositions qui existent déjà en matière de fauteuil roulant par la PCH. Et donc, là, je veux dire, en région parisienne, il y a une association qui s'appelle Escavi, qui permet de s'équiper, qui prend en charge les frais du lit médicalisé, par exemple. Si les gens souhaitent installer chez eux un lit médicalisé, le coût est pris en charge par cette association qui dépend de services publics. Par rapport au fauteuil roulant, on peut examiner au sein de la commission si on peut prendre en charge ce type mais on ne le prendra en charge que s'il n'y a pas d'autres dispositifs financiers qui le prennent en charge. Oui, d'accord. Alors, on va passer peut-être à l'exposé d'une situation que vous avez eue dans le cadre de la commission Habitat et donc d'une adaptation de domicile. On a enregistré le témoignage de quelqu'un qui a fait appel à la commission. Donc, on va l'écouter et puis après, je vous laisserai expliquer un petit peu ce qui a été fait. Ça vous va? D'accord, ça marche. Mes parents ont acheté une maison ancienne de type T4 il y a 25 ans, comprenant 2 niveaux, rez-de-chaussée plus un étage. Ils occupent seulement le rez-de-chaussée. Mon père, âgé de 85 ans, est atteint de la maladie de Parkinson depuis 2007. Ses capacités physiques et cognitives évoluent. Il rencontre de plus en plus de difficultés pour se déplacer, pour franchir les 3 marches d'accès au WC et pour accéder à la baignoire, malgré l'aide de ma mère. Il a également de plus en plus de difficultés pour s'exprimer et pour retrouver ses mots. En milieu rural, il est difficile de trouver un kiné ou un orthophoniste. Il a fallu plus d'1 an pour convaincre ma mère de la nécessité de faire appel à des aides à domicile et à lancer des travaux d'adaptation, notamment dans leur salle de bain, pour pouvoir maintenir papa à domicile. Si je n'étais pas intervenue, papa serait aujourd'hui en EHPAD. Nous nous sommes d'abord adressés à un proche, artisan plombier.
Celui-ci nous a conseillé de prendre contact avec l'association Solia pour nous aider à solliciter des aides financières. C'est Solia qui nous a mis en relation avec France Parkinson. Nous avons déposé et obtenu l'aide au Conseil de France Parkinson en novembre 2019. Cela a permis de financer en totalité l'intervention de l'ergothérapeute de Solia, formé à la maladie de Parkinson. La visite à domicile et le rapport de l'ergothérapeute ont été finalisés en janvier 2020. Grâce au financement des missions d'assistance maîtrise d'ouvrage de France Parkinson et de l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, nous avons pu préciser notre projet avec l'aide de Solia avant de consulter notre ami artisan plombier et une autre entreprise avec laquelle il travaille en duo pour les travaux de cloisonnement, de menuiserie et de faïence. Une fois les devis mis au point, Solia nous a aidés à déposer en mars 2020 les demandes de subventions pour travaux à France Parkinson, à l'ANA et à la communauté de communes. Nous avons eu la chance en période de confinement d'obtenir très rapidement les décisions de financement. Les travaux ont démarré en mai 2020 et ont duré 2 semaines et demie. Les deux entreprises ayant l'habitude de travailler ensemble se sont bien coordonnées entre elles. La période du chantier a été malheureusement très perturbante pour mon père. Ses habitudes ont été chamboulées. Nous avons constaté des pertes cognitives. Au-delà de cette conséquence, je suis très satisfaite des différents acteurs qui sont intervenus dans l'adaptation du domicile de mes parents, notamment de France Parkinson et de Solia. Voilà. Donc ça, c'était le témoignage de quelqu'un qui a fait appel à la commission Habitat et à l'aide de France Parkinson. Je peux peut-être un petit peu expliquer ce qui a pu être fait, Jackie. Je passe peut-être les deux slides dont on s'était parlé. Oui, on va voir un peu la nature des travaux qui ont été effectués. Et puis, donc voilà. Le schéma qui est à gauche est de la situation avant travaux et celle à droite est après travaux. Donc, on voit que, par exemple, la baignoire a changé de position. Les WC qui étaient dans une pièce, une petite pièce, a été déplacé dans la salle d'eau. Et le ballon d'eau chaude, c'est le rond qui est en partie basse sur le côté droit et qui a été déplacé dans ce qui était autrefois le WC. Donc, on voit, je veux dire, que l'ouverture aussi de la porte a été augmentée avec une porte. La porte de la salle d'eau a été supprimée et l'entrée le couloir a été consacré à une partie de la salle d'eau et à l'accès au local ballon d'eau chaude. Ce qu'il faut faire attention, je veux dire, en termes, j'ai évoqué tout à l'heure les problèmes d'électricité, mais aussi d'étanchéité. Il faut veiller aussi aux problèmes d'évacuation des eaux. Lorsque vous avez notamment une machine à laver dans la salle d'eau, par rapport au problème de refoulement au niveau de la douche. Si vous avez, je veux dire, un phénomène, vous prenez votre douche et vous activez l'essorage de votre machine à laver, il peut y avoir des difficultés d'évacuation de votre douche. Et donc, si vous n'avez pas de garde d'eau au sein de votre douche, vous risquez d'avoir de l'eau qui se répand un petit peu partout. Donc, là, il faut voir avec votre plombier, bien vérifier que les écoulements vont bien se faire et qu'il n'y aura pas de rejaillissement sur le siphon de sol de la douche, de l'eau provenant du lavabo ou de la machine à laver. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à l'existant. Là, on a les photos avant-après. Pardon, j'ai passé trop vite. Donc la baignoire, et puis là, le lavabo avec la possibilité pour la personne de s'asseoir et d'utiliser le lavabo et donc d'avoir les jambes sous le lavabo. D'accord. Tu veux que je passe à la slide suivante ou pas? Oui, ce qui nous donne
Le programme des travaux, donc réaménagement d'une salle de bain en salle d'eau, avec changement de la baignoire en douche et du lavabo et du WC même aussi. Et donc le prix de revient total de cette opération, c'est 15 676,76 €, dont la plomberie qui fait à peu près la moitié, 50% de plomberie, 50% de cloison, menuiserie, faïence. Le plan de financement, donc il y a eu de l'ANA à raison de 5 368 € de subvention, de la communauté de communes, ça dépend des localités. Il peut y avoir les communautés de communes, il peut y avoir les départements. Là, c'est suivant le local, et donc les associations SOLIA qui sont implantées localement connaissent les possibilités de subventions locales. Et il n'y a pas là de données globales au niveau national. Et puis la subvention de France Parkinson. Donc au total, les subventions se montent à 7 368 €. Et donc le reste à charge sur un budget de 15 676 € et de 8 309 €. Donc à environ 55% à peu près du coût de l'opération. Donc là, on voit un peu le décor, ça a quand même beaucoup changé. L'aspect, c'est quand même plus chouette et ça fait pas hôpital. Ah non, pas du tout. Super, bah oui, c'est vrai qu'on se rend compte quand même que c'est pas négligeable, hein, ces aides financières qui peuvent être octroyées. Alors c'est sûr que ça fait un reste à charge et c'est forcément un investissement, hein, pour les personnes, mais il y a des aides qui sont quand même non négligeables compte tenu d'une enveloppe globale de 15 000 €. La moitié, c'est quand même intéressant. Et on voit bien aussi l'intérêt du coup d'avoir recours à une mission aussi comme celle que peut proposer Solia, de pouvoir identifier justement les différentes aides auxquelles la personne peut prétendre, que ce soit par rapport à son niveau de revenu ou que ce soit par rapport à l'endroit où elle se trouve, en France, sa localité, son département. Enfin voilà, il y a quand même pas mal d'intérêt aussi à passer par ce type de professionnel pour éclairer justement sur les demandes qui peuvent être faites. Oui, ce que je voulais dire également, c'est que les subventions d'Action Logement peuvent atteindre 5 000 €. Ah oui. Là aussi, on peut, si la personne avait travaillé dans le secteur privé, eh bien, elle aurait pu bénéficier de 5 000 € supplémentaires. Et donc là, réduire l'addition à 3 000 € et quelques. On avait une question justement d'un spectateur qui demandait: et si on travaille dans le public? Malheureusement, vous êtes les moins bien servis. Il y a très peu d'aide du côté caisse de retraite au niveau des services publics. Donc, malheureusement, je veux dire, les restes à charge sont plus importants pour ce type de retraités. D'accord. Alors, j'ai une dernière demande et c'est une situation individuelle, mais bon, je me permets quand même de vous la lire parce que peut-être la réponse peut être éclairante pour d'autres. Donc, c'est quelqu'un qui a fait appel donc, à un ergothérapeute qui est venu faire une visite chez elle pour évaluer les besoins. Donc, j'imagine que c'est la conjointe de la personne qui a besoin d'une aide. Alors, nous habitons une maison individuelle dans une rue étroite et montante. Dans la mesure où nous avons un accès extérieur, il est préconisé une rampe extérieure que les entreprises ont jugée non adaptée car l'accès à notre garage est très pentu. On nous propose donc de créer un parking au niveau de la route, donc j'imagine dans l'espace public quand même. Avons-nous droit à des prêts particuliers pour faire ce type de travaux, sachant que nous avons également à refaire, à adapter une salle de bain? Si c'est sur l'espace public, c'est pas à eux de financer, je veux dire, un tel aménagement. Ils peuvent s'adresser à leur commune et éventuellement, s'il y a une commission communale d'accessibilité, de solliciter cette commission
de façon, dans le cadre des aménagements de voirie, qu'un parking, qu'un emplacement de parking soit implanté à proximité de chez eux, leur permettre de rentrer dans leur véhicule. Si c'est sur le domaine privé, ben bien évidemment, ça fait partie des financements qui peuvent être. Il n'y a pas que des changements de baignoire en douche qui peuvent être financés. Encore que, par exemple, les indemnités, enfin, les mesures fiscales sont limitées à l'achat d'appareils de type appareils sanitaires ou robinetterie, etc. Et donc ne portent pas sur des aménagements extérieurs. Par contre, les subventions de l'ANA permettent cela, permettent par exemple de mettre un moteur, une motorisation d'ouverture de porte, de hall d'entrée, dans une copropriété, c'est possible de le faire avec les subventions ANA. Donc là, c'est très complexe, je veux dire, les financements, parce que les critères d'obtention sont vraiment multiples. Mais donc, si c'est dans les domaines privés, c'est possible de le financer. D'accord. Maintenant, si la pente est trop forte, peut-être que le financeur considérera que c'est pas adapté. Ok. Ok. Et puis une dernière question. Est-ce qu'on peut faire appel à la caisse de retraite du conjoint pour des adaptations? On peut faire appel au conjoint, mais ça ne sera pas dans le même. Enfin, si les besoins, je veux dire, correspondent à la fois aux conjoints, aux deux conjoints, quoi, c'est possible. Maintenant, on ne peut pas, je veux dire, par rapport au dispositif propre à France Parkinson, il n'y a pas, je veux dire, de problème de caisse de retraite, que ce qu'on soit dans le secteur privé ou dans le secteur social ou public, on peut bénéficier des aides de France Parkinson. Ok. La personne dont je parlais tout à l'heure à la situation, c'était bien sur le domaine privé, hein. C'était pas sur le domaine public. Donc, il y a peut-être d'autres solutions qu'une rampe. Après, il y a des gens qui veulent un système de plateforme, mais bon, c'est très coûteux, ou de sièges qui... Bah là, a priori, non. Comme justement, il y a un problème de pente, ce qui est proposé, c'est de faire un parking, si j'ai bien compris, en haut de la pente. Disons que si c'est dans le domaine privé, donc ça va être du terrassement de façon à ce que, je veux dire, on ait un accès directement de la voirie. S'il y a l'espace qu'il faut, il n'y a pas de problème. C'est pour rentrer dans le cadre des financements. C'est vraiment de l'adaptation des personnes ayant des handicaps ou des pertes d'autonomie. Ouais. Bon, en tout cas, ce que je peux te dire à cette personne, c'est peut-être de te contacter directement pour exposer un petit peu plus la situation et voir si tu peux l'orienter et la conseiller plus particulièrement sur ce sujet. Donc, en tout cas, elle peut bénéficier de l'aide de France Parkinson. D'accord. Donc, en tout cas, pour vous contacter, je le redis, c'est habitat@franceparkinson.fr. Un mail, et puis après, il sera possible d'avoir un échange téléphonique, bien entendu. Je redis aussi que donc, le numéro du standard de France Parkinson, si vous souhaitez recevoir un dossier complet en version papier, c'est le 01 45 20 22 20. Ce dossier complet, il faudra donc le renvoyer à France Parkinson, soit par mail, soit par courrier, à l'adresse 18 rue des Terres au Curé, 75 013 Paris. Voilà. Peut-être un petit de laisser leur numéro de téléphone lorsqu'ils appellent, de façon à pouvoir les rappeler. Et donc, parce que souvent, il faut recadrer un peu les choses de façon avancée. Très bien. Donc, n'oubliez pas, quand vous contactez l'association, de nous laisser votre numéro de téléphone pour que Jackie ou Benjamin puissent vous recontacter. Tout à fait.
Ben, merci beaucoup, Jackie, Benjamin. Merci de cette intervention. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt pour un nouveau rendez-vous de France Parkinson. Je ne sais pas encore sur quel sujet ce sera ni quand ce sera, mais on vous communiquera les informations dès que possible sur le site internet et par mail pour ceux dont j'ai les mails. Voilà, bonne journée à tous. Et merci encore, Benjamin. Merci, Jackie. À bientôt. Merci, Amandine. Merci à toi, Amandine.